Ambassador, could you switch your camera till a few minutes? Yes. Voilà. Oui, bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire dédié aux opportunités d'affaires avec le Vietnam, spécifiquement dans le secteur de l'agriculture, l'aquaculture et de l'élevage. Je suis Isabelle Paulet, Area Manager au service Asie-Pacifique à l'AWEX et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, pourquoi le Vietnam? Eh bien, le Vietnam, avec sa croissance économique rapide et sa position stratégique en Asie du Sud-Est, présente des perspectives très intéressantes pour les entreprises. Il apparaît aujourd'hui comme le champion de la croissance de la zone ASEAN, qui est elle-même la seule grande région économique au monde à connaître un taux de croissance élevé en ce moment. Les relations commerciales entre la Belgique et le Vietnam sont par ailleurs excellentes. Le commerce bilatéral se développe rapidement grâce à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam, qui est entré en vigueur en 2020. Plus spécifiquement encore, les secteurs agricoles, aquacoles et de l'élevage offrent de très belles opportunités. La Belgique et le Vietnam ont aussi signé en 2018 un accord stratégique pour la promotion du secteur agricole. Celui-ci devrait nous favoriser par rapport à nos concurrents pour livrer au Vietnam le savoir-faire et la technologie dont il a impérieusement besoin pour la mise en place de ses objectifs ambitieux en matière de développement d'une agro-industrie durable à plus forte valeur ajoutée. Après le succès de la mission multisectorielle au Vietnam que l'AWEX a organisée en novembre dernier, nous proposons cette année une mission spécifiquement dédiée à ces secteurs qui se déroulera du 25 mai au 1er juin. Ce webinaire, aujourd'hui, sera une première étape pour préparer les entreprises déjà inscrites à la mission, mais aussi pour toutes les autres de s'intéresser à un marché en pleine croissance et aux perspectives prometteuses. Nous avons aujourd'hui plusieurs orateurs de qualité que je vous présenterai au fur et à mesure et qui aborderont différentes thématiques. Vous avez également la possibilité de poser vos questions dans le chat du webinaire. Nous y répondrons en suivi. Veuillez noter que ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons également les présentations PowerPoint juste après le webinaire. And also, today we are very fortunate to have with us for this webinar two ambassadors, His Excellency Nguyen Van Thao, Ambassador of Vietnam in Belgium, and His Excellency Karl van den Bosch, Ambassador of Belgium in Hanoi, whom we would like to thank sincerely for their support and their unfailing availability and their incredible drive to strengthen bilateral relations between our two countries. And now, without further ado, it is my great pleasure to give the floor to Ambassador Thao, who will deliver an inspiring speech. Ambassador, the floor is yours. You're on mute. You must switch your mic. Perfect. Can you hear me? Thanks. Yes, we can hear you very well. Yes. Yeah. Thank you, Isabel. Excellency Ambassador Kak van den Bosch, distinguished guests, ladies and gentlemen, please pardon my English, speaking in English instead of French. It is my great pleasure to speak at the webinar today. I'm delighted to learn of the upcoming AWEC trade mission focusing on agriculture, aquaculture, and livestock, especially after Belgium and Vietnam celebrated the 50th anniversary of diplomatic relations and the 5th anniversary of the strategic partnership in agriculture last year. This is a good news indeed. Agriculture, aquaculture, and livestock are cooperation areas of great potential for mutual benefit. Belgium and Vietnam enjoy strong advantages in this area, and more importantly, our strengths and products are complementary. We are not direct competitors of one another.
Vietnam is a tropical country blessed with a favorable natural condition for agriculture, aquaculture, and livestock. Through a combination of sound socio-economic development policy, application of science and technology, and a large workforce, Vietnam has successfully become the 13th largest exporter of agriculture and food products in the world. The last year, the total export of agriculture product exceeded the 53 billion US dollars, accounting for more than 12% of our GDP. Vietnam currently is the largest exporter in rice, pepper, and cashews, second in coffee, third in seafood, fourth in timber, and the fifth largest in rubber and tea. Vietnam enjoys excellent link with international market through the growing network of 17 free trade agreements and a strong position in the global supply and value chain. Belgium, on the other hand, is well known for its outstanding scientific and technological innovation in crops and animal breeding, biotechnology, food production, processing, packaging, preservation, and safety, among others. These advancements have enabled Belgium to greatly enhance crop productivity and product quality, implement traceability and biocontrol, develop the agri-food logistics and value chain, and promote smart and green farming. This is precisely and technological expertise and know-how that Vietnam is looking for in order to realize its ambition and sustainable agriculture development. Given the strength, advantage, and development needs for both sides, there is a tremendous cooperation potential in agriculture, aquaculture, and related sectors. Vietnam cooperation with Belgium in this area has been growing steadily, especially with Wallonie University and businesses. Notably, Zemblu and the Vietnam National University of Agriculture have engaged in collaboration and joint research for more than 30 years, with many successful projects in aquaculture and crops cultivation. From both sides, there is keen interest in advancing Belgium-Vietnam cooperation in agriculture, aquaculture, and livestock. Last September, our Minister of Agriculture paid a working visit to Belgium to promote the cooperation in agri-businesses and research, including the field visit to Zemblu and its smart gastronomy lab, Walloon farms, and businesses. The Business Forum held on this occasion also provide a platform for Belgian and Vietnamese agriculture, food and beverage company to discuss cooperation opportunity. In the survey conducted by our embassy in February, 35% of responding companies indicated their desire to look for cooperation opportunity with Vietnamese partners in agriculture and food production. In the upcoming time, given the global uncertainty and fluctuation, the cooperation between Vietnam and the Belgium, particularly with Wallonie, will further strengthen our own competitive advantages in agriculture, aquaculture, and related sector, and contribute to food security and supply chain resilience in the region and the world. I'm confident that the AgriTrade mission will be a great success and open up new cooperation opportunity for mutual benefit. You can count on the continued support and assistance of myself personally and the Embassy of Vietnam in this endeavor. Thank you very much for your attention. Thank you. Well, thank you very much, Ambassador Tao, for your inspiring thoughts and the support of the Embassy to help our companies and our universities. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet de manière très concrète et j'ai le plaisir d'inviter Madame Tra Le, Market Expansion Director chez Source of Asia.
Tra a débuté sa carrière en 2007 et forte d'une expérience en études de marché et services, elle s'est orientée vers le métier de conseil en entreprise depuis 2015. Elle a rejoint Soveja depuis 2 ans et est en charge maintenant du département Market Expansion. Dans ce rôle, elle et son équipe veillent à accompagner les entreprises dans le cadre de leurs projets d'expansion et de croissance au Vietnam, mais pas seulement, puisqu'elle couvre également tous les pays de l'ASEAN. Elle partagera avec nous un aperçu complet de l'agriculture, l'élevage et l'aquaculture sur base de ses observations et de ses expériences de terrain. Ah, la parole est à toi. Merci beaucoup pour la présentation et je suis très heureuse de vous retrouver parmi vous aujourd'hui. Désolée, je suis un peu enrhumée, donc si jamais vous ne m'entendez pas très bien, n'hésitez pas à me dire et que je puisse corriger ma voix correctement. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit parfaitement votre écran. Et voilà. Très bien. Parfait. Voilà. Donc aujourd'hui, le vif du sujet, enfin, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, qui est l'agriculture, l'élevage et aussi aquaculture au Vietnam. Alors, très rapidement, et je pense que enfin, le slide, je vais vous envoyer par la suite, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Très rapidement, pourquoi moi et Sophia, nous sommes très honorés d'être participer à ce webinaire. Sophia, on est une équipe mixte de tous les profils très variés, francophones, anglophones et surtout vietnamophones, qui nous permet aujourd'hui de faire le pont entre les demandes internationales et aussi les partenaires locaux à travers les services qui sont regroupés par besoin, qui sont market expansion, c'est-à-dire comment étendre le marché à l'international, sourcing et supply chain qui sont plus dans le besoin de logistique, corporate et achat solutions qui sont les services qui sont liés à tout ce qui est implantation entité et personnel sur le terrain, enfin sur le marché vietnamien, et aussi les services M&A que nous développons petit à petit. Pourquoi nos forces aujourd'hui, c'est les réseaux. Sophia fait partie de plusieurs réseaux internationaux et aussi locaux, qui nous permettent d'avoir les opérations en dehors du pays. Donc, on est membre de plusieurs réseaux internationaux que vous pouvez voir sur l'écran. Alors, très rapidement sur le Vietnam, enfin le pays que tout le monde en parle en ce moment. En effet, nous avons la chance d'être aujourd'hui au cœur du développement international et aussi asiatique, qui aujourd'hui, le Vietnam apparaît comme un des pays les destinations les plus intéressantes dans le terme d'investissement et de partenaires internationaux. Si on parle un peu de tout ce qui est économique du pays, c'est vrai que l'année 2023 était une année post-Covid, et comme tout le monde, on a connu un peu de difficultés en termes de recovery. Et en effet, nous avons estimé d'avoir un GDP un peu plus de 6%, mais faire face à tous les enjeux économiques, la reprise a été plus difficile que prévu et nous sommes arrivés à un taux de 5%. Pour le GDP à la fin de l'année. Et avec ce résultat, nous arrivons à la 5e place en Asie, ce qui est derrière Indonésie, Thaïlande, Singapour et le Philippines en 4e.
Malgré cela, nous avons aussi eu un résultat en FDI assez intéressant et nous sommes toujours dans le top 5 des destinations pour les investissements étrangers. Nous sommes derrière Singapour, USA, Japan et en Asie, Hong Kong, qui est aussi très forte en termes de FDI. Enfin, ça, c'est sur la partie mondiale. En Asie, on est derrière Malaisie, Thaïlande, la Chine et Indonésie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Vietnam, au Vietnam, on investit beaucoup dans tout ce qui est le développement de l'infrastructure. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes d'investissement et pour cela, il faut que le pays soit aussi en adéquat besoin et aussi la capacité d'accueillir tous les investissements. C'est pour ça, vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup d'investissements dans tout ce qui est les aéroports, l'infrastructure routière, les zones économiques aussi, qui sont très, très développées au Vietnam. Donc, c'est un signe assez intéressant. Si aujourd'hui, nous rentrons un peu dans l'aquaculture, alors, aquaculture, Vietnam reste toujours un pays agricole avec un peu plus de 30% de la main-d'œuvre nationale et ce taux a été noté à la hauteur de 60% dans les zones rurales. Si on parle du Vietnam, comme monsieur l'ambassadeur a déjà souligné, le Vietnam est très connu pour les produits agricoles comme le riz, du café, le noix de cajou, les produits, les seafood, les produits de la mer, quelques produits tropicaux aussi, comme si aujourd'hui on le trouve de plus en plus, les rayons asiatiques, Vietnam, sur les supermarchés européens par exemple. Nous sommes aussi très connus pour tout ce qui est le beurre, comment ça s'appelle, le caoutchouc, pardon, j'oublie le nom, et aussi les poivres, pour les poivres. Si on regarde un peu plus en détail de tout ce qui est le volume et aussi la valeur d'import et export, nous pouvons voir, avec les chiffres que nous avons pu accueillir, on peut voir aussi aujourd'hui les principaux partenaires commerciaux avec le Vietnam, ce sont notamment les pays Asie, dont la Chine, Indonésie et aussi le Japon qui est très fréquent, qui apparaît très fréquemment. Et aussi, on a aussi les pays lointains comme États-Unis et certains des pays européens comme Germanie, le Pays-Bas aussi. Et en fait, si vous regardez à la fois le volume et la valeur, on peut voir aussi que par rapport à l'exportation, le côté import représente un peu moins de chiffres, de valeur, mais ce sont souvent les produits, de produits premium ou ce que les pays ne peuvent pas, qui ne produisent pas. C'est pour ça que même si on exporte, par exemple, du riz, mais on importe aussi les produits venant des pays limitrophes pour leur qualité de produit. Si je prends les trois produits les top produits agricoles du Vietnam, si par exemple du riz, on peut voir que ici,
on a fait une comparaison entre 2023 et aussi 2010, tout simplement pour avoir l'évolution des chiffres, des valeurs après plus de 10 ans pour avoir une comparaison un peu plus large. Et par exemple, si vous regardez les chiffres qui sont donnés sur l'écran, c'est vrai que le riz aujourd'hui, on a une augmentation assez intéressante à la fois sur le volume, mais aussi pour les prix. Toutefois, le prix ici, c'est vrai qu'on a eu un peu de recul. S'il y a 10 ans, le prix par tonne a été beaucoup plus élevé que le prix qui sont pratiqués en 2023. C'est parce que aussi le Vietnam, même si on reste les top premiers pays exporteurs du riz, il y en a aussi d'autres compétiteurs, on va dire, qui rentrent sur le marché et aussi qui fait qu'aujourd'hui, le prix à l'export depuis le Vietnam sont moins intéressants. Et, il faut noter aussi que l'Inde, par exemple, a pris les mesures pour restreindre les exportations de riz afin de stabiliser le marché intérieur et la baisse de l'offre dans certains pays en raison de El Niño, qui est comment ça s'appelle, catastrophe climatique il y a quelques années et qui a fait que la demande de prix, qui a stimulé la demande et qui a fait augmenter le prix ces derniers temps. Donc, le Vietnam, en effet, en tant que top exporteur de riz, a fait partie et qui a pu bénéficier de ce déploiement sur le marché export. Pour le café, par exemple, on a pu voir qu'il y a une augmentation à la fois sur le volume et aussi en termes de prix par tonne. Et il faut savoir que le Vietnam, si on parle de surface de production, le Vietnam on est placé 6e dans le monde. Toutefois, la productivité a été classée première mondiale. Nous sommes, en termes d'exportation, nous sommes le 2e au monde, juste après le Brésil. Et en fait, la productivité moyenne du Vietnam est 1,4 fois plus supérieure à celle du Brésil et 2,8 fois supérieure à celle de la Colombie, ou alors comparé à l'Indonésie, nous sommes à 4,5 fois plus élevés. Donc, en effet, le café fait partie des produits clés dans l'exportation du pays. Parlant du cashew, de noix de cajou, pareil, on a aussi une augmentation à la fois sur le volume exporté et le prix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si nous ne sommes pas les premiers, les seuls à exporter les noix de cajou sur le marché international, la qualité de notre noix a été bien meilleure et très appréciée par les consommateurs internationaux. Si on parle aujourd'hui les aperçus de tout ce qui est l'élevage, alors on peut voir que au Vietnam, on consomme beaucoup de porc et de volaille. Les produits bœuf
et d'autres aliments comme du chèvre, etc., un peu moins par rapport à d'autres pays. En termes de consommation par capita, enfin par habitant au Vietnam, on va, vous avez quelques chiffres ici, mais notez que la consommation du Vietnam même si c'est en augmentation, mais par rapport à d'autres pays, nous sommes d'un niveau inférieur à d'autres de nos voisins. Et pour pérenniser la production d'élevage au Vietnam, le pays a fixé quelques objectifs, en tout cas les focus pour cette année, qui sont le 4F, qui sont Farm, Food, Feed, Fertilizer. Et aussi, c'est surtout pour focaliser sur le secteur de animal feed, les produits dédiés au l'élevage, justement pour augmenter la capacité de production et aussi la quantité des viandes par la suite. Quelques chiffres sur l'exportation, pour l'importation, pardon, des produits bœuf et porc. Même si nous avons connu une augmentation à la fois en termes de qualité et en quantité des produits d'élevage, issus de l'élevage, nous sommes aussi en croissance assez rapide en termes de population et le besoin, enfin, l'envie d'avoir aussi les produits importés qui sont de plus en plus importants. Et par exemple, États-Unis, Australie, ce sont les pays, ou en tout cas les labellisations. Par exemple, on a beaucoup de bœuf venant des États-Unis et d'Australie, alors que du porc venant de Canada ou de l'Inde, par exemple. Et donc aujourd'hui, on exporte, mais aussi on importe pas mal. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire dans la partie le trade, l'échange commercial dans ce secteur. Si on parle de l'aquaculture, l'aquaculture aujourd'hui, qui fait partie des secteurs assez importants dans l'aquaculture en général, dans l'agriculture générale. Si on parle des produits exportés du Vietnam, beaucoup de crevettes et de pangasius ont été enregistrés. Et encore une fois, États-Unis fait partie des destinations, des top destinations d'export pour le Vietnam. Mais suivi par rapport à d'autres pays, d'autres produits agriculture en général, qui sont très Asie. Aujourd'hui, les produits d'aquaculture sont beaucoup exportés sur les pays européens. Quelques chiffres aussi pour avoir une comparaison, surtout l'évolution des produits aquaculture en 2023 comparé à 2010. Et que vous voyez, il y a aussi l'augmentation qui est très encourageante. Les produits aquaculture sont plus délicats dans le sens où ils demandent beaucoup de conservation. Et ce sont aussi les raisons pour certains produits ou certains lots de marchandises qui sont refusés en Europe
récemment. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que le pays doit faire très, très attention pour ne pas impacter l'image qu'on est en train de créer très positivement, mais aussi quelque chose qu'on doit faire très attention pour ne pas redescendre ou en tout cas perdre la notoriété de nos produits. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les entreprises étrangères en regardant ce secteur au Vietnam. Ici, nous avons listé en tout cas quelques facteurs qu'on le trouve. Parce qu'en effet, nous, chez SOA, quand on travaille avec les entreprises étrangères, ce sont aussi les questions et les défis qu'ils ont très souvent partagés avec nous. Et en effet, en travaillant avec les partenaires locaux, nous avons aussi pu confirmer avec les partenaires locaux que ce sont en effet il existe encore quelques facteurs, quelques challenges qu'on doit, pour être très honnête, qu'on doit adresser et aussi c'est aussi l'occasion de se dire, puisqu'il y a aussi des choses à faire, il y a aussi des opportunités pour nos investissements étrangers dans ce secteur pour comment répondre, en tout cas résoudre, faire améliorer la production à la fois sur la qualité, la quantité et aussi tout le process de production. Nous avons aussi dédié quelques idées que nous avons eues pour nos amis belgiques, qu'on pense il y a ce qu'on appelle rooms for improvement, des créneaux qu'on peut investir, ou en tout cas, ce sont les besoins que le pays doit aussi focaliser et sur lesquels on aura besoin d'investissement de la part de des pays plus développés dans ce domaine. Par exemple, le logistique et aussi le cold chain, la chaîne froide, en lien avec tout ce que je vous ai dit plus haut sur la qualité des produits aquaculture. À la fois, ce sont du packaging, mais il y a aussi tout ce qui est la chaîne de valeur et aussi l'écosystème pour l'élevage. Aussi, c'est très important on doit regarder toute la chaîne de valeur pour savoir s'il y a des choses qu'on peut améliorer ou aussi investir pour améliorer la production. Et c'est vrai qu'avec l'aide, avec l'implantation de tout ce qui est le Free Trade Agreement, comme le EVFTA, mais aussi les Trade Agreements spécifiquement entre le Vietnam et Belgique, qui peuvent aussi aider à favoriser, à pousser encore, beaucoup plus favorablement dans cet échange et aussi le développement. Nous avons aussi dans le passé travaillé sur le secteur et en effet, il y a on voit clairement qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de sujets à échanger lors de nos missions, que nous permettons de mettre quelques exemples ici pour votre référence, à la fois dans l'aquaculture, dans l'agriculture en général.
et aussi tout ce qui est dans la machinerie, parce qu'aujourd'hui, même si nous restons un pays agricole, mais avec la tendance de industrialisation, nous avons aussi besoin de technologie. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur. J'espère que ça vous a aidé et à avoir quelques les aperçus du marché. Merci. Oui, merci beaucoup, Tra. Effectivement, on a eu un très bon aperçu du secteur de l'agriculture au Vietnam. On voit que c'est un secteur très important, mais un secteur qui a besoin aussi de technologie et de services pour améliorer et rendre aussi une agriculture plus durable. Et justement, la WEX a voulu organiser une mission économique dans ces secteurs particuliers, une mission que va nous présenter maintenant Jean-Pierre Muller, mon collègue à Ho Chi Minh Ville. Alors Jean-Pierre, depuis le début de sa carrière, n'a jamais cessé de faire le même métier, prospecteur commercial, attaché commercial, conseiller commercial. Les titres ont changé, mais le contenu finalement est resté le même. Aider les entreprises à exporter, aider les entreprises à s'internationaliser. Ça fait déjà 33 ans que Jean-Pierre travaille à la WEX, dans des postes aussi divers et variés qu'Islamabad, Karachi, Shanghai, Houston, New Delhi et Johannesburg. À Ho Chi Minh depuis presque 2 ans. Ce sera son dernier poste, mais je pense qu'il s'y plaît beaucoup et il va nous parler plus en détail donc de la mission économique que la WEX organise fin mai. À toi, Jean-Pierre. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, bien sûr, je confirme que je me plais beaucoup ici. Le Vietnam est un pays absolument sympathique, dynamique, très accueillant. Je suis ravi d'être ici pour mon dernier poste, après cette longue carrière que tu as décrite. Ce qui m'a frappé le plus, 2 mots de mon expérience et de mon ressenti. Ce qui m'a frappé le plus en arrivant ici, c'est l'optimisme des gens, donc le sourire sur tous les visages et le sentiment qui est très perceptible que les gens ont foi dans l'avenir, qu'ils ont le sentiment que l'avenir sera meilleur que le présent, qui est lui-même meilleur que le passé. Donc le Vietnam a le vent en poupe. Ça me rappelle un peu l'état d'esprit des gens que j'avais rencontrés à Shanghai en 94, quand j'étais arrivé là-bas. Donc c'était exactement il y a 30 ans. Bon, c'est pas le même contexte, mais quand même, l'état d'esprit est le même et c'est vraiment très motivant. Et puis, une autre chose qui m'a frappé, c'est la jeunesse. Donc, ici, la moitié de la population active a moins de 35 ans. Et l'âge moyen au Vietnam est 33 ans. Donc, c'est cette jeunesse, cette population active très jeune qui est vraiment le véritable moteur de l'économie du pays. Voilà, mais parlons de la mission. Je vais partager mon écran si j'y arrive, voilà. Et voilà. Donc, cette mission du mois de mars, tout d'abord, un petit aperçu du Vietnam, géographiquement parlant. Donc, vous voyez, un pays qui a la forme d'un dragon, qui est long de 3260 km de côte, c'est pas mal, et 331 000 km², donc retenez que c'est 10 fois la Belgique, c'est facile à retenir, 58 provinces et 5 municipalités, donc un vrai casse-tête pour les écoliers vietnamiens de retenir tout ça. Quelques données démographiques, économiques, rassurez-vous, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je vais quand même en retenir quelques-uns. Tout d'abord, le PIB par habitant, vous voyez ici qui apparaît en rouge. Donc, 4 316 $. C'est important de le signaler parce que c'est la première fois en 2023 que le Vietnam passait la barre des 4 000 $. Donc, c'est un symbole, évidemment, mais assez important, je pense. Et un autre chiffre important, c'est que, lié toujours au PIB par habitant, c'est que le Vietnam s'approche de très, très, très près
de la fameuse catégorie des Upper Middle Income, de classement de la Banque mondiale, Upper Middle Income, Income Economies, donc en français les pays à revenus intermédiaires supérieurs. Donc c'est 4 466 $ exactement pour passer du côté des revenus à middle income, upper middle incomes de la Banque mondiale. Donc on y est probablement déjà passé au mois de mars de cette année. Donc de nouveau, c'est symbolique, c'est un chiffre parmi d'autres, mais en fait je pense que ça va être, comment dire, ça va marquer les esprits et que ce sera certainement remarqué et souligné par le Vietnam comme un succès. Voilà. Autre fait important, donc vous voyez les bâtonnets verts en bas de l'image, c'est le PIB par habitant, c'est le PIB pardon, du Vietnam à prix courant. Donc on arrive à 433 milliards de dollars pour le Vietnam. Pour comparer avec la Belgique, on est à 580 milliards. Et vous voyez que l'évolution a été constante ces dernières années. Les petits bâtonnets verts ont bien progressé. Vous voyez la ligne de croissance du PIB en pourcentage. Donc, même durant la période Covid, on est resté au-delà des 2%, ce qui est quand même assez rare. Je pense que le Vietnam est un des rares pays à l'avoir fait. 2022, c'était 8%. Et en 2023, un petit peu moins, 5%, comme l'a déjà dit Mme Cha précédemment. Donc, un peu moins, mais quand même pas mal. Et pour l'année prochaine, l'année en cours, 2024, on table sur 6% et demi. Un autre chiffre sur lequel je voudrais insister, c'est le classement Ease of Doing Business de la Banque mondiale. Donc, le Vietnam était 70e sur 190 pays en 2020. Donc, il n'y a pas eu de mise à jour de ce classement depuis 2020. Je ne sais pas ce que les gens de la Banque mondiale attendent, mais en tout cas, ça reste quand même d'actualité. Il est possible que le Vietnam ait perdu un point ou deux, enfin une ou deux places, puisque la complexité des réglementations vietnamiennes pourrait impacter un petit peu le classement. Enfin, quand même, 70, c'est pas mal. Les investissements étrangers directs, Madame Cha vient d'en parler. Je pense qu'elle n'a pas dit que le 36,6 milliards de dollars en 2023, c'est un record pour le Vietnam, donc record de tous les temps. Donc une croissance de 7%, je pense, par rapport à l'année précédente, au même moment, à titre d'exemple, que la Chine descendait de 8%. Donc je pense qu'il y a une relation entre les deux. Le Vietnam apparaît clairement comme un pays de diversification des investissements étrangers pour des entreprises étrangères, européennes notamment. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, le China Plus One ou le de-risking strategy. Et on voit que notamment des entreprises chinoises viennent s'établir ici de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'elles désinvestissent en Chine, ça veut dire simplement qu'elles veulent mitiger leurs risques. Voilà, et le dernier chiffre sur lequel je veux insister, donc c'est une date, c'est le 20 mars 2024, donc c'était il y a 5 jours, c'est le dernier changement de chef d'État. Donc effectivement, le président vietnamien a été démissionné, donc de manière un petit peu autoritaire, tout en finesse quand même, si on regarde la communication qui a été utilisée. Donc, je lis, pour ne pas me tromper dans la formule, le comité central du Parti communiste consent la libération du camarade Vo Van Chong de ses fonctions. Donc les raisons, comme son prédécesseur il y a moins d'1 an, c'est lié à des soupçons de corruption qui remontent d'ailleurs à 10 ans en arrière. Donc c'est loin dans le passé, mais c'est, disons, un effet domino d'un jugement qui est en cours actuellement, et des personnes n'ont pas voulu tomber sans faire tomber d'autres, et le président actuel est tombé dans le mouvement. Voilà, c'est un chef d'État. Ce n'est pas en fait la personne qui dirige le pays au niveau le plus élevé. C'est une fonction plutôt protocolaire, mais c'est quand même un mauvais signe sur le plan politique. On aura notre ambassadeur va parler
en fin de webinaire. Je serais très content d'avoir son avis à la fois sur la stabilité politique du pays, mais aussi sur l'impact que ça pourrait avoir au niveau économique. Voilà, j'en viens maintenant directement au vif du sujet. Donc, la mission que la OEX propose pour la semaine du 27 mai. Donc, on propose ce que je vais vous donner maintenant, c'est une trame théorique. J'insiste bien là-dessus. Donc, tout est sujet à adaptation en fonction des desiderata des participants. Donc, tout d'abord, arrivé proposé le dimanche 26 à Hanoï, avec un vol qui est très convenable de Emirates. Donc, arrivé à 13h15 à Hanoï, ça vous fait un départ de Bruxelles vers 15h, pardon, le samedi. Il y a bien sûr un changement de vol à Dubaï, avec 3 heures d'attente, donc c'est pas trop. Checking à l'hôtel, on propose le Pan Pacific Hotel, c'est celui qu'on avait utilisé pour la mission du mois de novembre. On a été très content du service, prix raisonnable, de l'ordre de 100 € par chambre. Donc ça me semble un bon deal. Et on vous propose une remise des programmes et un drink de bienvenue en soirée. Voilà, lundi 27, donc c'est ce que j'appelle Day 1 de la mission. Donc ce seront des programmes B2B, B2G, donc Business to Business, Business to Government, à Hanoï. Programme non-stop, hein, soit des rendez-vous individuels à l'hôtel ou à l'extérieur. On privilégie plutôt à l'extérieur, au siège des entreprises ou des institutions. Ça permet de sortir de l'hôtel, d'une part, et d'autre part aussi de voir exactement à qui on a affaire. Rencontre ministérielle officielle, oui, sur demande spécifique. Donc là, on insiste beaucoup, bien sûr. On peut faire des demandes spécifiques, des rendez-vous officiels avec des départements ministériels ou autres, pour une entreprise individuelle, mais il faut une demande motivée. Donc, si vous dites, oui, c'est pour présenter mon entreprise, je voudrais voir le ministre de l'Agriculture, ça va être compliqué. Donc, il faut d'abord avoir des attentes raisonnables, ciblées. Donc, vous demandez à voir quelle institution et à quel niveau, et il faut expliquer pourquoi vous voulez les rencontrer. Donc, comme je disais, si c'est pour présenter votre entreprise et que vous cherchez un distributeur, ce n'est pas la peine de déranger le ministre. Ça ne sera pas accepté. Donc voilà. Mais cela dit, nous sommes à votre disposition. Et quand je dis nous, bien sûr, j'implique, et je remercie d'ailleurs l'ambassade et l'ambassadeur de bien vouloir nous aider également pour cette mission, comme ils l'ont fait lors de la mission du mois de novembre. Le mardi 28, day 2, donc on propose un transfert par avion à Ho Chi Minh City en matinée. Donc il y a un vol très convenable qui démarre, qui décolle à 9h à Hanoï et qui arrive à 11h15 ici, à Ho Chi Minh. Donc ça vous fait un check-in à l'hôtel vers 12h30, en tenant compte du temps de récupération des bagages, etc. Et là, on propose l'hôtel continental, donc pour changer. Mais tout ça est bien sûr TBC. Et ça vous laisse quand même pas mal de temps pour des rendez-vous individuels, B2B, B2G l'après-midi, à l'hôtel ou en extérieur, encore une fois. Mercredi, on propose un programme similaire, donc toute la journée, ici à Ho Chi Minh. Le jeudi, par contre, on va se proposer des programmes un peu différenciés en fonction des secteurs dans lesquels vous êtes actif. Donc, pour le volet agriculture-aquaculture, on propose des contacts dans le delta du Mekong, donc soit Canteux, Chavin ou Bentray, en fonction également des partenaires qu'on va identifier pour vous, des prospects, ou bien alternativement la visite de la foire ILDEX, donc la foire ILDEX Vietnam 2024, qui se déroulera durant cette semaine, du mercredi au vendredi, et qui couvre à la fois les volets aquaculture et élevage cette fois. La foire ILDEX, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai regardé leur site aujourd'hui, ils annoncent 276 exposants de 28 pays différents. Donc c'est un
un beau succès quand même, et c'est une foi qui a une bonne réputation et qui a une longue expérience du Vietnam, donc tout à fait recommandable. Le vendredi 31 mai, Day 5, là on propose, donc c'est une journée additionnelle optionnelle, ceux qui souhaitent rentrer le vendredi peuvent le faire, ou même le jeudi soir d'ailleurs, puisque il y a un vol de nouveau avec Emirates qui décolle à 23h50. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une journée complète, que ce soit le jeudi ou le vendredi, pour rentrer en Belgique avec le vol Emirates. Et là aussi, c'est tout à fait libre à vous de choisir. Voilà, j'insiste bien sur le fait que l'itinéraire que je viens de proposer est tout à fait indicatif. Les programmes donc, peuvent être adaptés aux desiderata de chaque société. Vous pouvez très bien décider de ne pas aller à Hanoï, ou de ne pas venir à Ho Chi Minh, ou de ne pas aller dans le delta du Mekong, ou de ne pas visiter la fois. C'est tout à fait au choix, et bien sûr, nous sommes ouverts à tous vos souhaits, y compris d'ailleurs organiser des rendez-vous dans d'autres villes qui ne seraient pas dans la liste que je viens de citer. Voilà. Pour terminer, je voudrais encore remercier Source of India et Madame Cha en particulier pour sa présentation et l'étude fouillée qu'elle a présentée. Et donc, je rappelle à tout le monde que nous allons envoyer nos slides après le webinaire. Merci à tous et à votre service. Voilà. Voilà, merci Jean-Pierre pour cette présentation détaillée de la mission. Évidemment, toutes les informations sont aussi disponibles sur le site internet de la WEX, y compris le formulaire d'inscription. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous vous poseriez. Alors voilà, comment présenter notre prochain orateur? Eddy de Kuyper. Eddy possède plus de 40 ans d'expérience dans les douanes et accises. Et il est depuis plus de 10 ans en poste à l'étranger pour aider les entreprises à s'y retrouver dans les méandres administratifs des douanes et accises. Il a d'abord été en poste 5 années à Pékin et maintenant il est basé à Jakarta, en charge de plusieurs pays de l'ASEAN, dont l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Il va maintenant partager sa longue expérience et ses conseils aux exportateurs, dont ils pourront encore bénéficier quelques mois, parce que je pense qu'Eddy va bientôt bénéficier d'une retraite bien méritée. Voilà, je te cède la parole, Eddy. Ok, je vais déjà essayer de trouver ma présentation qui est un peu... Voilà, on la voit très bien. Donc, la mettre en diapo. Voilà, Isabelle, merci Oui. pour l'introduction. Mon caméra et mon micro est atteint, oui. Merci de me donner un peu la possibilité parce que j'aime bien de consulter, d'aider les firmes quand ils ont des questions, des problèmes et tout ça. Je vais essayer de vous guider un peu dans ma présentation, surtout sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Vietnam. Pour me présenter, Isabelle a déjà fait très bien. J'ai travaillé 37 années à l'aéroport de Bruxelles avant de quitter la Belgique pour être 5 années à Beijing, Pékin, Chine. Et maintenant, je suis déjà ici pour 5 ans et demi. Et ça veut dire vraiment que dans le 1er août, je suis obligé de prendre mon pension. Je ne veux pas. Je cherche encore un autre travail, mais parce que je veux rester dans le monde qui m'intéresse si beaucoup.
Maintenant, je travaille pour l'Indonésie, le Vietnam, Singapour, Thaïlande et Malaisie. Et pour vous, c'est surtout maintenant pour le Vietnam. Je ne vais pas faire toutes mes tâches, mais ça c'est un peu entre représenter la douane belge pour connaître tout le monde qui est important au moment que j'ai des questions pour l'importation, l'exportation. Ça veut dire, premièrement, mes collègues de la douane vietnamienne, avec qui j'ai une relation très bien, très bon, et qui m'aide toujours avec toutes les questions et les problèmes que j'ai. On a aussi des tâches internes avec la douane et avec l'autre organisme qui ont quelque chose à faire au moment d'importation ou d'exportation. Ça va entre coopération, échange d'informations, faciliter, quand c'est possible, le commerce légitime. Ça, c'est sur les domaines de sécurité, de protection, de recherche pour les gens qui veulent un peu faire du fraude. Je vais collaborer avec mes collègues des pays ici pour chercher les fraudeurs et pour faciliter les commerces légitimes. Et le dernier tâche, c'est le plus important, c'est l'information et conseil aux entreprises et organisations qui font du commerce avec le Vietnam ou, dans l'autre sens, les firmes vietnamiennes qui font du commerce avec l'Europe, plutôt la Belgique. Je peux leur aider, expliquer toutes les tâches ou toutes les procédures douanières. Pour voir mes pays, j'ai les 5 pays actifs, mais aussi quand vous avez des problèmes ou des questions avec les autres 5 pays, les Philippines, Cambodge, Laos, Brunei et Birma, je suis toujours ici pour essayer de vous aider. Pour les accords de libre-échange, l'Indonésie est en route et on espère de conclure les rondes. C'est le 19e tour de table qu'on est en train de faire. Ça, c'est après à peu près 10 ans qu'on est en train de négocier, mais on espère de conclure dans quelques mois. Vietnam et Singapour, ça, c'est pas de problème. Ils ont déjà l'accord de libre-échange. Thaïlande et Malaisie sont commencés avec les premiers pas. Et l'accord entre l'Union européenne, pour la Belgique, l'Union européenne et Vietnam, c'est entré en vigueur le 1er août 2020. Et ça veut dire qu'avec cet accord, on va arriver à supprimer tous les droits de douane et autres obstacles à l'importation au Vietnam, mais aussi à l'autre sens, les produits vietnamiens à l'entrée de l'Union européenne. Le Vietnam a supprimé immédiatement au moment que l'accord est entré en vigueur, ils ont supprimé 65% de ces droits de douane sur les produits européens qui arrivent en Vietnam. Et pour le reste, ça sera progressivement supprimé d'ici jusqu'à 2030. L'Union européenne a supprimé immédiatement 85% et le reste, ça suit d'ici entre 2027, aussi progressivement. Je vais vous montrer un peu plus loin dans mes présentations.
Mais OK, pour bénéficier du tarif préférentiel, il faut faire quelque chose ou il faut respecter les règles d'origine. Ça, c'est un peu le plus important chose qu'on doit avoir des marchandises d'origine vietnamienne. Et l'origine, c'est un peu la nationalité économique de vos marchandises. Mais pour dire que c'est vraiment d'origine, il y a des règles très complexes. Un produit est considéré comme origine s'il est, ou, premièrement, entièrement obtenu. Quand c'est entièrement obtenu dans l'Union européenne, la Belgique ou un autre pays, ou obtient à Vietnam, à ce moment, on peut dire l'origine est l'Union européenne. Ou fabriqué exclusivement à partir des matériaux originaires. Avec les matériaux originaires de l'Union européenne, on fait une nouvelle machine. À ce moment, la machine est aussi origine Union européenne. Mais il y a même une troisième possibilité qu'on peut utiliser des matières non originaires. Mais ça, c'est seulement le cas quand le travail qu'on fait suffit pour avoir l'origine. Et pour savoir ça, on a des règles spécifiques au produit. Et ça, c'est très vite les trois grandes règles. C'est la valeur ajoutée. Ça veut dire que la valeur de toutes les matières non originaires d'un produit ne peut pas excéder un certain pourcentage de son prix départ d'usine. Il y a beaucoup de HS codes dans lesquels on dit 40%. Ça veut dire dans le prix final, on peut avoir 40% valeur des matières qui ne sont pas originaires de l'Union européenne ou de Vietnam. Une deuxième possibilité, ça c'est le changement de classement tarifaire. On peut changer le HS code avec une autre production, par exemple production de papier qui est le HS Chapter 48, mais on a commencé avec le pâte non originaire qui est de HS Chapter 47. À ce moment, on change les numéros de HS code et on peut dire c'est d'origine ou d'autres opérations très spécifiques. On a aussi un exemple ici, et ça c'est vraiment pour le lait et du chapitre 402. Et pour ça, on dit dans l'accord l'Union européenne-Vietnam que tous les matériaux du chapitre 4, ce sont les produits laitiers, utilisés sont entièrement obtenus dans l'Union européenne. Pas des produits non originaires. Mais il y a aussi une deuxième condition. Le poids de sucre utilisé ne peut pas dépasser 20% du poids du produit final. Je vous donne seulement cet exemple et cette explication, pas parce qu'il faut maintenant commencer à étudier toutes les choses, mais pour vous dire que pour chaque
marchandise, chaque HS-code, il y a des règles et des possibilités pour dire mes produits sont d'origine. Et moi, je suis ici pour vous aider à trouver si vous êtes d'origine, oui ou non. À part de l'origine, vous avez une deuxième condition pour l'avantage du Free Trade Agreement. Ça, c'est la règle de non-modification. Ça veut dire les marchandises doivent être transportées directement de la Belgique vers Vietnam. Mais il y a une exception. C'est possible d'avoir un transit via des pays tiers quand la marchandise n'est pas transformée ou n'est pas soumise à des opérations autres que pour conserver en bon état, pour des étiquettes, pour des choses simples. À ce moment, ça reste d'origine. Quand vous avez des transformations plus grandes, c'est possible qu'on perd l'origine. Et la douane du pays de destination, Vietnam, peut toujours demander un certificat de non-altération pour prouver que vous n'avez rien fait. OK, maintenant votre produit est d'origine, mais comment prouver à la douane d'importation à Vietnam que vous êtes d'origine? Quand vous êtes de l'Union européenne, exportation vers le Vietnam, comme c'était le cas ici, les exportations de l'Union européenne peuvent déclarer l'origine des produits sur la facture avec une attestation d'origine. Vous n'avez pas besoin de certificat spécial. On peut dire sur la facture, mes produits sont d'origine belge européenne. Et vous avez deux possibilités. Vous avez un système européen qui est le système des exportateurs enregistrés. Le nom, ça c'est le REX, le système REX. Quand vous êtes enregistré, vous êtes considéré comme un exportateur enregistré. À ce moment, tu peux donner l'origine sur votre facture, n'importe qui est la valeur de votre marchandise. Quand vous n'êtes pas registré comme exportateur enregistré, on peut aussi utiliser le système pour dire l'origine sur le facteur, mais à ce moment, le maximum valeur de votre envoi est 6 000 €. Ça, c'est un peu la différence. Dans l'autre sens, les produits vietnamiens qui viennent vers l'Europe, Vietnam n'a pas encore un système qui est comparable avec le système REX. Ça veut dire qu'ils vont encore utiliser le certificat en papier, le EUR1, pour dire que c'est d'origine, mais ils ont aussi la possibilité de donner une déclaration d'origine sur la facture avec la même condition que la valeur est maximum 6 000 €. Et ça, c'est la déclaration, l'exportateur des produits couverts par ce document, éventuellement le numéro de votre autorisation comme exportateur agréé, indique que les produits sont d'origine préférentielle. Place, date et signature.
Et ça, c'est très important d'utiliser ce formule parce que ça ne suffit pas de dire sur votre facture origine Belgique ou Europe. À ce moment, ils ne vont pas accepter. Il faut vraiment dire ou utiliser la déclaration d'origine. Ça, c'est un peu le vu pour les importations à Vietnam. Vous avez par exemple le chocolat qui est pour les pays qui n'ont pas un Free Trade Agreement avec le Vietnam, c'est 20%. Mais pour nous, ça c'est en train de diminuer à partir de 2020. Jusqu'à maintenant, ça vient de 20%, 16%. Maintenant, c'est 3,3%. Et le 1er janvier de l'année prochaine, ça va être 0%. Pour de Belgian beers, la bière belge, ça vient de 35% et ça va prendre 10 ans pour atteindre le 0% le 1er janvier 2030. Les machines, c'était déjà du début qu'on a le 0%. Et les gaufres, nos gaufres belges, gaufres liégeois, whatever, ça vient aussi de 35%. Pour le moment, c'est 5,8% et aussi le 1er janvier 2025, ça va être 0%. Et juste pour ne pas avoir des idées qui ne sont pas justes, dans un accord de libre-échange, on parle des droits d'entrée, customs duties, droits de la douane. Ça veut dire, par exemple, quand on prend l'exemple de bière belge, c'était 35%. Et c'est en train de diminuer, ça veut dire, pour une importation, maintenant, on doit payer 29%. Mais on doit aussi payer les excises. Et ça, c'est 65%. Et on doit aussi payer le TVA qui est 10%. Le TVA, ça, c'est rien. Ça, on récupère dans la comptabilité. Mais les excises, ça, c'est une taxe nationale de Vietnam qui reste. Pour, par exemple, les gaufres, les Belgian waffles, il vient aussi de 35%. Pour le moment, c'est 5,8% et l'année prochaine, c'est 0%. Il n'y a pas d'accise sur des gaufres, ça veut dire accise n'existe pas, mais on a le 8% de TVA. Et ça, j'ai seulement pris parce que le Chambre de commerce Vietnam a fait une sorte de survey. Aussi en Belgique, on a fait. Et on constate qu'il y a beaucoup de firmes qui n'utilisent pas les avantages du Free Trade Agreement. C'est surtout lié avec les taxes, les règles d'origine et les procédures douanières. Et ça sont toutes les choses pourquoi je suis ici à Jakarta, Vietnam et toutes les choses. Je peux vous aider. J'ai une coopération très intense avec l'ambassade de Belgique, avec les régions, faites avec Brussels, avec l'AFSCA en Belgique pour chercher, ça veut dire toutes les informations, conseils aux entreprises, organisations et même personnes privées
liées à les activités. Je peux vous aider, je peux vous guider, conseiller, aider, éventuellement parler avec mes collègues de la douane quand votre conteneur est bloqué, avec toutes les choses qui sont ou qui causent des problèmes au moment de passer la frontière. Vous avez la possibilité de me contacter. Ça va être un plaisir de vous aider dans les mois que je suis encore ici, mais après moi, je vais être un autre collègue qui va faire. OK, merci. Ben, un tout grand merci, Eddy, pour ces explications toujours aussi claires et aussi pratiques. Et on a compris qu'on pourra peut-être bénéficier de tous tes conseils, peut-être plus longtemps qu'après la retraite. Et effectivement, je pense Oui. que c'est important de sensibiliser les entreprises aux accords de libre-échange parce que, comme tu l'as souligné, chaque année, des taxes d'importation sont indûment payées par nos entreprises vers des pays, pour de l'exportation vers des pays avec lesquels on a des accords de libre-échange. Voilà, mais les conseils aussi viennent souvent d'autres exportateurs qui ont déjà expérimenté un marché. La société Ménard possède une longue expérience avec le Vietnam. Elle va participer à la mission économique de la WEX en mai prochain. Et je vais maintenant inviter monsieur Boris Galland, qui va nous expliquer les particularités du marché vietnamien, les difficultés éventuelles que Ménard a rencontrées et surtout les recommandations pour réussir sur ce marché. Monsieur Galland, la parole est à vous. Eh bien, merci beaucoup. Félicitations d'organiser un webinaire aussi complet, premièrement. Et merci de nous donner l'opportunité d'aller au Vietnam avec un petit peu plus de force avec cette mission que vous organisez. Nous-mêmes, en fait, nous allons être sur le salon ILDEX, mais nous participerons aussi du coup à la mission pour avoir un petit peu plus de contacts et de visibilité sur le marché vietnamien. Alors, je vais partager mon écran tout de suite pour faire une petite présentation. Effectivement. Si ça veut bien. Voilà. Une présentation qu'avait préparée du coup Madame Bérangère Ménard, qui est donc la CEO de l'entreprise, qui est une entreprise familiale, et que je vais donc moi présenter donc sur l'expérience de Ménard, humble expérience, mais qui effectivement peut certainement intéresser certains d'entre vous. Intitulé donc La patience active, clé du succès au Vietnam. Alors bon, tout d'abord un petit mot de la société qui a été créée en 1961. Elle est basée à Dour, près de Mons maintenant, après avoir déménagé en 2011. Une PME de 40 personnes, enfin entre 40 et 50 aujourd'hui. Près de 8 millions de chiffre d'affaires, et effectivement, on dépend énormément de l'export, puisque c'est un marché niche. Alors, ce marché, lequel est-ce? Nous avons deux gammes de produits. D'abord, des machines mobiles, des machines mobiles, effectivement, et à côté de cela, des installations clés en main de tri et de compostage pour les ordures ménagères. Donc, on est et on reste dans le domaine de la valorisation des ressources organiques, que ce soit des déchets municipaux ou des sous-produits de l'agriculture. Déchets municipaux, on parle, nous, donc des déchets verts, des bouts de station d'épuration, de la fraction organique des ordures ménagères, voilà notamment. Et ensuite, dans l'agriculture, on est présent dans l'huile de palme, la canne à sucre et les élevages. Alors, donc là, vous pouvez voir ici une machine qui est en train de faire du compostage justement de fumier. Et donc là, une ligne de tri des ordures ménagères qui a été installée au Vietnam.
Notre expérience sur le Vietnam, un peu plus précisément, alors je ne suis pas spécialiste parce que, alors moi ça fait 15 ans que je suis chez Ménard, mais j'ai commencé du coup à développer toute l'Amérique latine. Aujourd'hui, je suis global monde, donc responsable commercial export. Mais effectivement, sur le Vietnam, c'est beaucoup Monsieur Ménard d'abord, et puis Bérangère Ménard, sa fille, ensuite, qui a travaillé ce marché-là. Donc depuis 1998, comme c'est écrit. Et donc, effectivement, avec les années, on a quand même réussi à installer 6 lignes de traitement des ordures ménagères, clé en main, ce qui fait que le Vietnam est le pays dans lequel nous avons le plus d'unités de ce type-là. Nous avons dans plein d'autres pays en Europe et sur le continent américain beaucoup de machines mobiles, mais sur cette activité spécifique, qui est un petit peu une activité particulière pour nous et donc encore plus niche que le reste, c'est le Vietnam du coup qui remporte effectivement la pole position. Donc nous avons vendu effectivement à Phu, à Tin, dans la région de Ho Chi Minh, Soc Trang aussi. Donc ça, c'est les résultats de notre prospection. Et aujourd'hui, nous avons comme stratégie de diversifier, donc effectivement d'apporter nos machines de compostage sur les marchés agricoles. Donc c'est pour ça que nous participerons notamment à IDEX. Donc le futur, c'est développer ce secteur-là. Nous avons des clients potentiels comme Vinamilk ou TH Milk, avec qui nous sommes déjà en contact. Et nous avons un nouveau partenaire qui s'appelle Farindo, donc qui est franco-belge sur place. Donc l'histoire atypique, certes, ou pas. Hein. De toute façon, quand on se lance dans la grande exportation, effectivement, il faut de la patience et de la persévérance. Ça, c'est deux paramètres, deux critères qui sont indissociables des pays en voie de développement. Donc c'est long, c'est difficile, mais ça peut permettre quand même d'avoir des débouchés très intéressants. Donc entre le premier contact et la première installation, il s'est effectivement passé plus ou moins 10 ans, un petit peu moins, avec des prospections effectivement de missions en solo ou lors de missions économiques organisées par la WEX. Et effectivement, en 2002, on avait aussi monté un bureau de représentation partagé, mais il me semble bien effectivement que Ménard était donc le leader de ces 5 entreprises, donc, ce qui permettait d'avoir une personne sur place qui travaillait donc en local pour le compte de ces 5 sociétés. Et puis effectivement, comme partout, le partenaire local est un facteur clé de succès indéniable. Donc on a eu, nous, un profil d'agent au début pour la vente de ces installations pour les ordures ménagères, qui sont du coup très liées avec la politique, les villes, donc des projets encore plus complexes. Mais même quand on vend à du privé, dans notre cas où du coup on a des grosses machines, ben, effectivement un partenaire sur place va permettre de faire du lien plus efficacement que si on n'est que depuis la Belgique, d'assurer dans notre cas le service après-vente, puisque sur de la machine c'est absolument nécessaire. Donc voilà, trouver un bon partenaire local, c'est de toute façon primordial. Alors, les projets que nous avons menés à bien jusqu'à présent, donc dans le traitement des ordures ménagères, effectivement, les ordures ménagères dépendent des villes. Soit l'acheteur est directement la ville, ou alors une société privée. Donc les 2 derniers projets qu'on a fait dans la région de Ho Chi Minh, c'était le cas. Des projets d'ailleurs qui, on le voit là, historiquement, marchent beaucoup mieux que si c'est géré par les villes quand même. Hein. C'est à souligner. Les financements, quand on parle de quelques millions juste pour le matériel Ménard et la même chose en génie civil pour faire tous les bâtiments du site. Donc les financements, c'est aussi un critère
très important. Donc, selon les projets, il y a eu des bailleurs de fonds internationaux, des banques de développement, parfois en partie sur des fonds privés. Donc ça, effectivement, les bailleurs de fonds sont une option à privilégier. Et puis, nous, dans notre cas, dans ces gros projets, on fournit depuis la conception, les équipements, on organise le transport. Sur place, on fait le montage et puis on fait toute la formation des équipes locales. Donc, en quelque sorte, un transfert de technologie. On ne s'occupe pas, par contre, donc, de la partie qui est faite en local du génie civil. Donc, voilà quelques photos de ce qui avait été mis en place. Les points importants que, de notre côté, on partagerait, c'est forcément créer de la confiance, mais ça, c'est vrai partout. Que ce soit des pays développés ou des pays en voie de développement sur un continent ou sur un autre. Donc là, créer de la confiance au Vietnam, c'est par de la présence, forcément, directe, c'est-à-dire en faisant des missions de prospection sur place, et indirecte, donc avec un partenaire qui donc relaie la représentation de Ménard. L'administratif, c'est un point aussi délicat, parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire au Vietnam. Là, on le voit là, sur un appel d'offres sur lequel on travaille. Ils aiment bien avoir de la quantité, donc plus le dossier est épais, plus ça leur paraît intéressant, même si ce n'est pas forcément judicieux, mais bon, il faut le savoir et il faut jouer le jeu. Le respect des règles culturelles ou des différences culturelles, donc savoir interpréter les oui et les non, ils sont pas toujours très francs. En tout cas, ils vont peut-être favoriser, ce qui est vrai aussi un peu dans toute l'ASEAN, de dire oui plutôt que de dire non, alors que le vrai message serait un non. Donc il faut se méfier du toujours oui. Voilà. Alors après, effectivement, un petit peu enrober les relations avec des cadeaux, des réunions informelles de repas. Et voilà, donc on peut le voir sur la photo en haut à droite. Des partenaires de confiance, donc en premier lieu, un représentant sur place, comme on le disait, mais effectivement, après, il faut s'appuyer sur les réseaux locaux de l'AWEX, qui sont toujours là et disponibles, et je les remercie au passage pour créer de nouveaux contacts, apporter la reconnaissance du pays, et donc faciliter un petit peu l'entrée de l'entreprise sur le Vietnam. Les banques, effectivement, quand on demande des garanties bancaires, etc., faut y être un petit peu préparé. Nous, on travaille avec la BNP Paribas Fortis, qui honnêtement aussi est super réactive et nous aide beaucoup. Donc, là, sur les dernières affaires qu'on est en train de préparer, voilà, il fallait mettre des garanties de restitution d'acompte, très certainement dans le futur, peut-être des garanties de performance, nous, par rapport à l'équipement que l'on fournit, et peut-être même des crédocs. Donc voilà. Et puis si vous ne parlez pas la langue locale, les traducteurs, c'est effectivement une bonne idée. Une fois sur le terrain, nous, les installations, les machines sont mis en route du coup à l'extérieur des villes, donc dans des conditions qui sont un petit peu éloignées de celles qu'on peut connaître en Belgique et en Europe. Donc il faut le savoir, et du coup, comme dans tous les marchés en développement, il faut d'abord un maximum d'organisation pour essayer d'éviter les imprévus, mais il faut de toute façon de la flexibilité et de la créativité pour se sortir de mauvais pas sur place. Vous pouvez voir sur les photos notamment les routes, les terrains qui peuvent être inondés. On est en zone tropicale, donc voilà, ça met à l'arrêt des projets de montage, et donc du coup il faut s'adapter en permanence.
De la formation, dans notre cas, c'est voilà, on travaille en domaine technique, donc c'est hyper important. Donc passer l'information aux équipes locales, autant les partenaires que le client, donc faire un transfert de technologie. Personne motivée, je vois, effectivement, sans personne motivée, ça marche pas très bien. Donc le partenaire, lui, aide à cela. On a des équipes locales qui, honnêtement, ça dépend des cas, peuvent être plus ou moins compétentes et motivées. Donc il faut faire avec. La langue, comme dans tous les pays, est important. Donc le vietnamien, soit en direct, soit avec des traducteurs, mais voilà, l'anglais n'est pas toujours suffisant. Et puis, nous, on est obligé de faire un suivi sur le long terme. Déjà, les cycles de vente, nous, sont très longs. Une fois les machines ou les installations mises en place, il faut aussi faire de l'accompagnement. Donc, on revient, on accompagne les clients, on revient faire des refreshs sur la formation, etc. Oui, puis alors, du coup, ça, c'est le côté plus festif, mais une fois que tout est mis en place, ils aiment bien célébrer, surtout en fait quand c'est des projets publics, et mettre ça du coup en couleur. Donc là, bon, sur la photo ici en bas à droite, c'est Bérangère Ménard qui est là, un petit peu dans les couleurs locales, donc savoir être caméléon, pour, voilà, pour que tout se passe bien. Donc voilà un petit peu notre expérience sur le Vietnam. On ne peut pas dire que ce soit facile, mais en l'occurrence, pour nous, ça a été un bon relais de croissance à l'export. On continue à travailler donc ce marché des ordures ménagères, mais on se diversifie et on va apporter donc notre savoir-faire et nos machines sur effectivement l'agriculture. On vise les élevages. Donc, comme je disais en introduction, c'est pour ça qu'on va participer à cette mission et qu'on aura un stand sur le salon ILDEX. On vise aussi la canne à sucre qui se développe au Vietnam. Et alors quand on dit élevage, c'est à la fois bovin et volaille, hein, d'ailleurs, pour revenir là-dessus. Et puis, alors c'est vrai j'ai vu là dans les présentations précédentes, il y a le seafood, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi nous intéresser. Donc voilà, on est en veille, on regarde un petit peu tout ça. Donc je vous encourage Parfait. à aller sur ce marché qui, malgré les difficultés, est prometteur. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Galland, pour ce partage d'expérience. Et voilà, comme on arrive presque à la fin de ce webinaire, je vais céder sans plus attendre la parole à notre ambassadeur de Belgique à Hanoï, Karl van den Bosch, qui nous fait l'honneur de partager sa vision du Vietnam avec nous aujourd'hui. Et je sais qu'il a encore d'autres activités de prévues en fin de journée. Donc voilà, je lui cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour à tous et à toutes, dear colleagues of the Vietnam Embassy. Je vais Je ne sais pas si ta effectivement pousser un petit peu caméra la est pédale. branchée, Karl. Oui. Tu peux. Chez moi, tout est bien. Oui. Donc, mais vous m'entendez? On t'entend, oui. C'est Mais le voilà, principal. c'est le plus important. Oui. Voilà. Mais je vais quand même pousser un petit peu la pédale de droite. Donc, on arrive à la fin de ce séminaire. Pour moi, la conclusion la plus facile, c'est que le Vietnam vous attend, mais il faut faire son devoir. J'énumère quelques éléments. Primo, la Belgique bénéficie d'une excellente réputation politique, économique et culturelle. Nous sommes bien connus par les autorités vietnamiennes et notre soutien au Vietnam depuis 50 ans est fortement apprécié. L'année 23-24 représente les 50 ans de relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam et les visites officielles se sont suivies à rythme constant. La visite d'État au Vietnam par Sa Majesté le Roi et la Reine en octobre de cette année sera le point d'orgue de la célébration. Sur le point économique, nos points forts dans les secteurs de la science bio, l'agro-industriel, la logistique, la pharmaceutique ou encore l'économie verte sont bien identifiés. La concurrence, elle, est également bien présente. L'accord de libre-échange avec le Vietnam ouvre surtout les opportunités pour les entreprises vietnamiennes dans un premier temps.
L'accès au marché pour nos entreprises au Vietnam ne se fait que lentement, comme illustré dans la présentation de notre attaché de douane. Écoutez donc bien ses conseils. Brodant sur la dimension européenne, mon troisième point, celle-ci vous servira comme un argument de vente. Notez que le Vietnam est toujours étiqueté avec le carton jaune, une défense imposée par l'Union européenne au Vietnam de pouvoir importer les produits de la pêche si les conditions de durabilité ne sont pas satisfaites. Donc, toute technologie qui peut améliorer la qualité et la durabilité de la pêche au Vietnam est donc là très bienvenue. Quatrième point, le Vietnam est un pays plein de potentiel. Profitez à fond de cette occasion. Vous allez sentir l'optimisme, la persévérance, l'énergie de ce pays en plein développement. Prenez votre temps de connecter avec vos interlocuteurs. Le respect mutuel joue un rôle clé. La relation personnelle est importante. Les négociations, par contre, seront toujours dures. Votre partenaire potentiel reverra les prix à la baisse et les conditions de vente favorables à la hausse. La qualité se paye, mais les Vietnamiens cherchent toujours le meilleur deal, parfois limite. Un conseil important en tant qu'ambassade pour mes citoyens, c'est concernant les visas. Le Vietnam ne permet toujours pas aux citoyens belges d'entrer sans visa court terme. Contrairement à 7 autres pays de l'Union européenne, les 20 autres États membres de l'Union, dont la Belgique, sont toujours soumis au régime visa. Le système de e-visa nécessite beaucoup de manipulation. Attaquez-vous donc à la demande de visa bien à temps. Cette discrimination restera en vigueur pour le court terme au moins, bien que les 3 premiers ministres du Benelux viennent d'insister la semaine passée encore auprès du premier ministre vietnamien pour nous exempter. On verra bien. Je voudrais encore rapidement répondre à la question de Jean-Pierre sur la stabilité politique ici au Vietnam suite à la démission du président. Nous ne voyons pas de grands bouleversements car le Parti communiste tient rigoureusement la régie. Par contre, les décisions politiques qui sont liées aux investissements peuvent être impactées. Voilà, je me réjouis à vous rencontrer en mai et je serai ravi d'écouter vos demandes et connaître vos expériences et projets. Entre-temps, vous êtes en bonne main de nos amis de l'AVEX. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karl, et merci pour ton support indéfectible pour aider nos entreprises à se positionner sur le marché vietnamien. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je voudrais remercier très sincèrement tous nos orateurs. J'espère qu'ils ont pu vous éclairer sur tout le potentiel du marché vietnamien. Comme je l'ai dit aussi, nous enverrons les présentations à tous les participants et nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question. Merci à tous, belle journée ou belle fin d'après-midi à toutes et tous. Au revoir. Au revoir, merci.